Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Notre rendez-vous d'information avec un léger retard ce soir. Cela vous a permis de suivre en direct les séances des questions orales au Parlement. À présent, la première édition d'information d'Expression française, les principaux titres. Le Premier ministre portugais entame une visite de travail au Maroc. Antonio Costa et la délégation l'accompagnant ont eu une série d'entretiens avec leur homologue marocain. Les deux pays résolument donc engagés pour consolider davantage la coopération dans divers domaines. Sensibiliser les écoliers aux dangers d'Internet et les initier aux bonnes pratiques de son utilisation, c'est l'objectif que se fixe la campagne nationale de lutte contre la cybercriminalité. Elle a été lancée aujourd'hui à Rabat. Et puis notre page culturelle sera consacrée ce soir à la toute nouvelle artiste Hind Belhassan, une peinture où apparaissent beaucoup de paysages et autant de couleurs issues des 4 saisons. Nous verrons cela en fin de journal. Avant de développer ces titres, ce communiqué du cabinet royal, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a reçu ce jour au Palais Royal de Rabat le général de corps d'armée Bouchaïb Arroub et le général de corps d'armée Husni Ben Slimane, ainsi que le général de division Mohamed Haramou. À cette occasion, le souverain a remercié les généraux Bouchaïb Arroub et Husni Ben Slimane pour les services rendus à la nation. Sa Majesté le roi avait nommé le général de corps d'armée Abdel Fattah Warraq au titre d'inspecteur général des forces armées royales en remplacement du général Bouchaïb Arroub, ancien inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud. Et au cours de l'audience de ce jour, le souverain a nommé au titre de commandant de la gendarmerie royale le général de division Mohamed Haramou, actuel commandant du groupement d'escadron d'honneur de la gendarmerie royale. Les généraux Arroub et Ben Slimane ont effectué leur carrière respectives sous les commandements de feu Sa Majesté Hassan II et de Sa Majesté le roi Mohammed VI, avec un sens élevé de dévouement et de loyauté au service des intérêts suprêmes de la nation et pleine d'abnégation dans la conduite de leur mission. À l'issue de cette audience, Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, a décoré les généraux Bouchaïb Arroub et Husni Ben Slimane du grand cordon de Wissem al-Arch. Nous le disions en titre, le Premier ministre portugais entame une visite de travail de 2 jours au Maroc. Antonio Costa présidera aux côtés du chef du gouvernement, Saad El Othmani, la 13e session de la réunion de haut niveau Maroc-Portugal. Le Premier ministre portugais et la délégation l'accompagnant ont eu une série d'entretiens avec leur homologue marocain. Les deux pays sont résolument engagés pour consolider davantage leur coopération dans divers domaines. Nisrine El-Hamdaoui. Rabat et Lisbonne, déterminés à consolider leurs liens de coopération et de partenariat dans différents domaines. Cette volonté d'aller de l'avant dans les relations bilatérales se concrétisera dans un cadre bien précis, la 13e session de la réunion de haut niveau Maroc-Portugal. Le Premier ministre portugais est arrivé ce matin à Rabat, accompagné d'une importante délégation. Il présidera aux côtés du chef du gouvernement les travaux de cette rencontre qui seront sanctionnés par la signature de conventions de coopération dans divers domaines. Ça a été une rencontre plus que des voisins entre des premiers ministres de 2 pays amis et qui veulent renforcer ces relations du point de vue culturel, du point de vue de l'éducation et de l'effort commun pour notre développement, notamment sur le plan de vue économique et dans la coopération bilatérale, mais aussi dans nos 2 continents. Nous avons aussi mis l'accent sur l'importance de la politique africaine de Sa Majesté et du Maroc envers l'Afrique et que on peut faire beaucoup de choses ensemble en Afrique. Déjà, il y a des entreprises marocaines, des entreprises portugaises qui font un travail en commun dans certains pays d'Afrique. On va élargir cette coopération pour le bien de tous. Différentes pistes de coopération se dessinent,
notamment dans des secteurs comme l'énergie. D'ailleurs, l'un des projets phares liant les deux pays est celui de la mise en place prochaine d'une ligne d'interconnexion électrique d'une capacité de 1000 mégawatts. La coopération maroco-portugaise s'élargit à d'autres secteurs comme celui de l'automobile, où les deux pays réalisent des chiffres d'affaires importants à l'export, avec des perspectives prometteuses dans les 10 prochaines années. Le secteur du textile n'est pas en reste. Un accord avait été signé à Marrakech entre l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement et la Fédération portugaise du textile, le but étant de créer une synergie entre les marques des deux pays. Par ailleurs, le marché marocain draine de plus en plus d'entreprises portugaises. Quelques 200 firmes sont établies dans le royaume. Elles opèrent principalement dans les secteurs des services, d'industrie, de l'agroalimentaire et de l'hôtellerie. Pour ce qui est des échanges économiques, le Maroc se positionne comme un partenaire commercial important du Portugal, se plaçant comme la 10e destination des exportations portugaises de biens en 2016. Tout cela semble augurer de la réussite de la nouvelle réunion de haut niveau entre les deux pays. Maroc, Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zuma souligne l'importance de renforcer les relations avec le Maroc. Le Maroc est un pays africain qui avait accordé un précieux soutien à la lutte du peuple sud-africain contre le régime de l'apartheid, a souligné le président sud-africain hier. C'était lors d'une interview relayée par le quotidien sud-africain News 24. Le président Zuma, pour qui le Maroc est un pays africain avec lequel nous avons besoin d'avoir des relations. Le Maroc devra désigner un ambassadeur à Pretoria comme premier signe de la volonté des deux pays de relever le niveau de leur représentation diplomatique, a dit le président sud-africain. Nous n'avons jamais eu de problème avec le Maroc, a poursuivi le président sud-africain, rappelant le soutien apporté par le Royaume au peuple sud-africain durant sa lutte pour la libération du régime de la ségrégation raciale. Et puis rappelons, lors de leur entretien à Abidjan, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Zuma ont convenu de travailler ensemble, main dans la main, pour se projeter dans un avenir prometteur, d'autant plus que le Maroc et l'Afrique du Sud constituent deux pôles importants de stabilité politique et de développement économique, respectivement à l'extrême nord et l'extrême sud du continent. L'actualité internationale, nous l'entamons par le Yémen où la situation est très confuse. L'ancien président yéménite Ali Abdullah Saleh a été tué aujourd'hui par des rebelles Houthis au sud de la capitale Sanaa. Une information confirmée par une dirigeante de son parti, le Congrès populaire général. Ali Abdullah Saleh, 75 ans, et d'autres hauts responsables du parti ont été la cible de tirs nourris des rebelles alors qu'ils quittaient la capitale yéménite vers des zones tenues par des forces pro-Salah. Ali Abdullah Saleh avait décidé de tourner la page avec l'Arabie Saoudite en échange de la levée du blocus qui étrangle la population yéménite. Et puis les Palestiniens mettent en garde le président américain contre le danger de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et d'y déplacer l'ambassade américaine. Donald Trump met la dernière main à sa décision sur un éventuel déménagement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à El-Quds, geste qui serait fatal au processus de paix, a annoncé un de ses proches conseillers. Selon le département d'État, le président américain doit décider d'ici lundi prochain s'il renouvelle, comme l'ont fait tous les 6 mois tous ses prédécesseurs, et lui-même une première fois en juin, une clause dérogatoire à la loi qui impose depuis 1995 d'installer l'ambassade américaine à Al-Quds. Et puis en Syrie, 3 semaines de bombardements de l'armée syrienne et d'attaques d'insurgés dans la Ghouta orientale près de Damas ont brisé la trêve instaurée dans ce fief rebelle que le régime veut reprendre à tout prix. Le bombardement des troupes gouvernementales a tué pas moins de 193 civils, dont 44 enfants en 20 jours selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les tirs d'obus des rebelles ont tué quant à eux 29 civils à Damas. L'Union européenne et Londres proches d'un accord pour boucler la première phase de leurs négociations sur le Brexit, y compris sur le dossier irlandais.
La première ministre britannique a été reçue cet après-midi par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour un déjeuner de travail crucial censé finaliser un accord de principe sur les modalités du divorce programmé fin mars 2019. Nous nous rapprochons des progrès suffisants au sommet européen de décembre, s'est réjoui le président du Conseil européen. Londres et Bruxelles avaient bouclé leur accord sur le règlement financier pour une somme comprise entre 45 et 55 milliards d'euros. Et puis la Corée du Sud et les États-Unis donnent le coup d'envoi à leur plus important exercice aérien conjoint. L'exercice Vigilant Ace réunit quelques 230 avions, dont des chasseurs furtifs F-22 Raptor et des dizaines de milliers de soldats. Un exercice qui doit durer d'ailleurs 5 jours. Manœuvre qualifiée par Pyongyang de provocation totale. Un sénateur américain a estimé que le spectre d'une guerre préventive se rapproche. Depuis 2006, la Corée du Nord a mené 6 essais nucléaires, dont le plus puissant était daté de septembre. Retour chez nous. Candidats à l'immigration clandestine, leur embarcation a fait naufrage au large de Larache. Les corps de 3 Marocains ont été repêchés et 40 autres ont été secourus. Parmi les personnes repêchées, une femme. Les personnes secourues ont été transférées à l'hôpital provincial de Larache pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête est ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances de l'organisation de cette opération d'immigration clandestine. Le Maroc connaît d'importantes réformes ces dernières années dans le domaine de la formation et de l'éducation. Réforme où l'éducation préscolaire est inscrite comme étape essentielle dans le système éducatif. Dans la province de Sidi Qassem, dans la commune de Houafat, un nouvel établissement d'enseignement préscolaire a vu le jour. Un projet qui vient ainsi répondre aux besoins de l'offre du préscolaire dans la région. Reportage Hassan Tabaï, Zakaria Mokimbillah. Un établissement d'enseignement préscolaire fraîchement créé, des classes peintes aux couleurs printanières et une cour aménagée pour accueillir des enfants de 4 ans et plus et leur offrir une éducation dans les meilleures conditions. En tant qu'acteurs associatifs, nous avons œuvré pour réaliser cette école dont les habitants avaient besoin. C'est un projet bénéfique car il n'y avait pas d'école préscolaire dans cette commune. Avec cette réalisation, nous offrons une éducation et une formation préscolaire aux enfants et nous contribuons aussi à créer des lois. Dans cette école, les enseignants et les responsables pédagogiques ont bénéficié d'une formation adaptée à leurs fonctions. Il y a un accompagnement et un suivi pédagogique. Les enseignants participent à des sessions de formation organisées par l'Entraide nationale ou en collaboration avec l'Initiative nationale pour le développement humain. Ce projet a été réalisé grâce au partenariat entre le secteur public et la société civile. Pour le préscolaire, les enfants sont admis dès l'âge de 4 ans. L'objectif est de le généraliser à l'horizon 2027. Sensibiliser les écoliers des différents établissements scolaires au danger d'Internet et les initier aux bonnes pratiques de son utilisation. C'est l'objectif que se fixe la campagne nationale de lutte contre la cybercriminalité. Elle a été lancée d'ailleurs aujourd'hui à Rabat, organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sous l'égide du ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique avec le soutien du Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation. Samir Barka, Mounia Marouche. La génération junior, toujours plus équipée et passe de plus en plus de temps devant les écrans. Les activités digitales occupent une place prépondérante dans leur vie. Internet et les réseaux sociaux sont des outils formidables, sauf que leur utilisation excessive et sans surveillance peut faire courir des risques vis-à-vis des enfants.
Je conseille aux enfants de ne pas passer la majorité de leur temps devant Internet. Ils peuvent s'adonner à d'autres activités ludiques, comme par exemple discuter en famille. Je passe seulement une demi-heure jusqu'à 1 heure par jour à naviguer sur Internet pour ne pas être accro aux écrans. Sensibiliser les mineurs aux bonnes pratiques d'utilisation du numérique, les avertir des risques qui peuvent accompagner un simple clic, sont autant de panels auxquels participent les élèves de différentes villes du royaume. L'Internet, c'est comme une route qu'il faut savoir la traverser, qu'il y a de bonnes choses, mais qu'il y a aussi des mauvaises choses et qu'il faut se prémunir du danger que peut donner l'utilisation d'Internet, notamment quand on va sur des sites illicites, des sites de violence. Comment ouvrir sa boîte de messagerie et la refaire. Le ministère est là parmi ses priorités, cette sécurité de l'enfant et cette sécurité de l'utilisateur en général de l'Internet. Plusieurs lois ont été élaborées dans ce sens, dont la loi de la sécurité de l'information, la loi de la protection de l'enfance, la loi de l'équivalence de documents électroniques et aussi la création de plusieurs instances. Au Maroc, plus de 80% des enfants s'y connectent quotidiennement. Un accès dû essentiellement au développement du mobile, principal support de la connexion chez les enfants, avec un pourcentage de plus de 50%. On passe à notre page culturelle. Elle s'appelle Hind Belhassan. Sa peinture pourrait s'apparenter à une forme d'abstraction naturaliste, ce qui donne à voir beaucoup de paysages et autant de couleurs issues des 4 saisons. Elle expose actuellement au Centre culturel et social de Hayrigad Arabas. C'est une première pour cette nouvelle artiste. Abdelrahim Benchikhi, Dominique Orlando. Ce qui frappe en accédant à l'univers de Madame Belhassan, c'est la délicatesse avec laquelle elle enveloppe chacun de ses tableaux. Et l'on comprend mieux cela lorsque l'on apprendra qu'il s'agit ici pour elle de sa toute première exposition. Durant plus de 3 années, elle a confectionné l'ensemble de ses toiles comme on pourrait confectionner une succession de petites histoires. Petites histoires au naturel qui la racontent et qui nous éclairent quant à son parcours intime et personnel. انطلاقة من أجل موضوع في إطار موضوع دينامية الشفق لوحاتي عموما كتعبر على. Mes toiles se veulent le reflet d'une certaine psychologie humaine. Elles peuvent traduire l'espoir, la foi en la vie et de ce point de vue, la nature est capable d'exprimer tout cela. فيها بصيص من الأمل، فيها حياة، فيها تعبير عن الوجود الإنساني وعن أمله في هذه الحياة. Pour se donner le courage nécessaire à l'occasion de cette toute première rencontre avec le public de la capitale, l'artiste a cru bon s'entourer de toutes ses amies proches qui savent à quel point a-t-elle dû batailler avec elle-même principalement pour passer le cap qui désormais la sépare du seul univers de son propre atelier. Sa peinture est une invitation à tous ces mouvements fugitifs de la vie qu'elle réussit à capter pour mieux en mesurer la fragilité, certes, mais peut-être aussi pour se donner l'illusion de pouvoir arrêter le temps, car chez elle, il est comme suspendu. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information sur l'Oula, 20h30. Une excellente soirée. On se retrouve demain.